Bonjour Sophia Chikirou, merci de passer par le plateau de France Info. Alors, une information hier a été donnée par l'Élysée. Il y a eu un remaniement ministériel. Alors, 4 ministres entrent. Je ne vais pas vous faire commenter l'ajustement, mais il y en a un qui vous concerne directement, puisque Rachida Dati a donc quitté le ministère de la Culture. Elle entre à 100% dans la campagne. Est-ce que cette clarification était nécessaire? On est à quelques jours de la campagne officielle. Je crois que tout le monde avait bien compris, concernant Rachida Dati, qu'elle était prête à cumuler jusqu'au bout d'être ministre de la Culture, candidate et maire du 7e arrondissement. Non, il n'y avait pas besoin de clarification, mais en tout cas, j'espère que ça lui donnera plus de temps et qu'elle participera aux débats télévisés qui nous sont proposés par différentes chaînes et que nous pourrons avoir des débats pour présenter nos programmes, confronter nos programmes devant les Parisiens. Parce que pour le moment, elle les refuse et moi, personnellement, j'aimerais bien pouvoir débattre face aux autres candidats qui se présentent à la mairie de Paris. Vous voulez dire que pour elle, la campagne commence à l'entre-deux tours? Je ne sais pas, parce que je ne connais pas son plan de campagne et je ne sais pas si elle compte accepter des débats dans l'entre-deux tours. Mais en tout cas, avant le premier tour, ce serait très bien qu'on puisse débattre. Et il faut le faire, il faut qu'elle l'accepte, il faut que tous les candidats y participent. On verra si elle entend votre appel, Voilà. qu'elle nous le dise. On le sait depuis 15 jours, depuis la mort de Quentin Derenc à Lyon, la campagne municipale a changé de nature. Par exemple, hier, en meeting, Jean-Luc Mélenchon a fait siffler la presse, qui est quand même pas très sympathique. D'autres l'ont fait avant lui, mais ce n'est pas le sujet. Vous avez vous-même créé la polémique lors d'une réunion publique, c'était dimanche dernier, où vous avez clairement dit il faut virer les fascistes de l'Assemblée, virer les fascistes des conseils municipaux, les fascistes des médias, et vous avez conclu en disant qu'ils étaient des nazis à petit pied. Je ne vous demande pas qui vous visiez, mais Si, non. Oui, mais vous allez me dire, c'est très important. Est-ce que déjà, ce n'est pas excessif? Non. Virer les fascistes de l'Assemblée, je lis. Virer les fascistes des conseils municipaux, virer les fascistes des médias, parce qu'on n'en peut plus des laquais des fascistes sur les plateaux télé. Vous nous dégoûtez, vous n'êtes pas journaliste, vous n'avez rien de journaliste. Je parle des laquais des fascistes sur les plateaux télé. Rendez la carte, vous êtes des petits agents. La carte de presse, je précise. C'est ceux que Simone Veil a appelés les nazis à petit pied. En fait, elle les avait traités de SS à petit pied, c'est-à-dire ces militants d'extrême droite, des militants d'extrême droite. Et oui, on en a assez, en fait. On en a assez d'avoir des fascistes à l'Assemblée, des fascistes dans les conseils municipaux. Donc j'appelle les Parisiens à voter pour éviter qu'il y ait des fascistes dans nos conseils municipaux. Il faut les bloquer, il faut empêcher les fascistes d'entrer, parce que quand ils arrivent quelque part, et on le voit sur les plateaux télé, et personne ne peut nier aujourd'hui qu'il y a une presse qui appartient, qui est entre les mains d'un homme, un oligarque, qui a comme projet politique un choc de civilisation et une espèce de croisade. Donc c'est une réalité. Je n'ai pas dit les journalistes, j'ai dit, je le répète, les laquais des fascistes sur les plateaux télé. Oui, vous savez bien que c'est le mot nazi qui a choqué le reste. Mais je ne sais pas ce qui a choqué. Ce qui a choqué, c'est dès qu'on dit qu'il y a des journalistes qui sont des militants politiques, qui ne méritent pas leur carte de presse. Ce sont des militants fascistes sur les plateaux télé. Vous avez toute la corporation qui se met à hurler « Oh, fascistes, nazis, nous les journalistes ». Non, ça suffit. De la même façon que Jean-Luc Mélenchon a le droit de donner une conférence de presse aux médias numériques indépendants. Quel est le problème ? Alors, il y aurait une presse qui déciderait qu'elle est libre. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut, de dire ce qu'elle veut. Vous parlez de vieux jaloux. Vous avez parlé des vieux jaloux. Non, c'est pas moi qui l'ai fait, mais il a raison. Jean-Luc Mélenchon l'a dit. Oui, c'est vrai, on a cette impression. Je ne sais pas si je suis un vieux jaloux, mais on va quand même Non, c'est pas une très bonne image que donnent les journalistes et les médias traditionnels quand ils s'opposent comme ça au fait qu'un homme politique puisse s'adresser aux nouveaux médias numériques. Quel est le problème ? Quel est le problème de parler aux médias indépendants ? Vous déniez l'idée d'avoir trié les journalistes ? Mais on parle à tout le monde. On va sur tous les plateaux. Les Insoumis sont invités partout. Moi-même, je reçois tellement d'invitations que je ne peux pas accepter toutes les invitations. En tout cas, vous êtes là ce matin. On est là. Et on va avancer sur le programme, si vous voulez bien. Parce qu'il y a quand même une campagne à mener. Oui. Et il y a un certain nombre de sujets sur lesquels moi j'aimerais vous entendre, en particulier le chiffrage. Oui. Vous mettez dans votre programme que vous aimeriez, en investissement et en dépenses, qu'il y ait 1 milliard de plus de dépensés. Vous le financez comment? Et est-ce qu'on peut parler de la dette de la Ville de Paris en même temps? Bien sûr qu'on va parler de la dette de la Ville de Paris. Alors ce milliard, vous le trouvez où? Alors, nous allons augmenter de 240 millions d'euros la partie du budget qu'on appelle fonctionnement. C'est-à-dire, c'est le recrutement des agents, l'amélioration des conditions de travail des agents. C'est, par exemple, quand on vous promet d'embaucher de nouveaux policiers municipaux, eh bien, c'est les créations de postes. Moi, je promets, par exemple, d'embaucher 2000 nouveaux animateurs dans le périscolaire. Oui, on va en parler du périscolaire, si vous voulez bien. C'est ce budget-là, le fonctionnement.
Et puis, il y a 760 millions d'investissements supplémentaires que nous promettons, qui vont aller dans quoi? Dans les urgences. L'urgence logement et l'urgence de la bifurcation écologique, de l'adaptation au changement climatique à Paris. Vous avez d'ailleurs présenté votre plan sur la bifurcation écologique hier, mais je vais répondre à votre question concernant... J'allais vous la reposer, mais allez-y. Non, j'y vais. Où trouve-t-on les ressources? Oui. Nous allons Dans une ville endettée, c'est aussi ça C'est pas une ville surendettée, c'est une ville qui est endettée à partir du moment où c'est pour faire des investissements pour préparer l'avenir. Ce n'est pas insupportable. Nous, on parle de maîtriser la dette. Mais soyons clairs, nous allons augmenter de 2,5 points la taxe foncière pour les Parisiens. Qu'est-ce que ça représente? Je vous prends un exemple concret. Vous avez un 130 mètres carrés dans le 11e arrondissement. Vous voyez, c'est que vous êtes plutôt bien. 11e arrondissement, 130 mètres carrés, votre taxe foncière augmentera avec nous de 10 € par mois. Voilà ce qu'on demande. Vous vous rappelez quand Emmanuel Macron a supprimé 5 € d'APL pour les foyers les plus modestes? Nous, on dit 10 € par mois pour un foyer qui vit dans un 130 mètres carrés. Ça ne pèsera pas sur les ménages? Ça ne pèsera pas sur les ménages. C'est 2,5 points de taxe foncière supplémentaire. Nous allons aussi augmenter la taxe sur les logements vacants et sur les bureaux vacants. C'est normal, c'est notre politique, c'est de lutter contre la vacance à Paris. Et donc avec ça, ce qui va se passer, c'est que nous allons augmenter la capacité d'autofinancement. J'espère que ce n'est pas trop pénible pour les téléspectateurs, mais la capacité d'autofinancement de la ville, avec nous, elle passera de 800 millions à 1,2 milliard d'euros. Cette capacité d'autofinancement est importante parce qu'elle permet d'emprunter derrière pour pouvoir financer nos urgences, logement, bifurcation écologique. Et pourquoi c'est urgent de faire la bifurcation écologique? C'est parce que Paris n'est pas prête à affronter le réchauffement climatique. 50 degrés bientôt à Paris. Il va faire 50 degrés d'ici 2040 dans Paris. Il faut donc nous adapter, que ce soit en rénovation thermique, il faut accélérer, que ce soit en adaptation pour nos écoles, nos hôpitaux, tous nos établissements publics. Alors il y a un point sur lequel j'aimerais aussi vous entendre. Vous le savez, parmi les préoccupations principales des Français dans cette campagne municipale, il y a la santé, mais en premier lieu, la sécurité. Alors ça regroupe beaucoup de choses. Vous parlez de sûreté, ce qui est déjà en termes de mots un signe. Hein. Tous vos candidats parlent de sûreté. Il y a un débat sur l'armement de la police municipale. Elle ne l'est pas à Paris, donc vous n'allez pas la désarmer, elle ne l'est pas. Il y a un débat avec vos concurrents, que ce soit Mme Nafo, Mme Dati, M. Bournazel et M. Mariani veulent l'armer. Emmanuel Grégoire, donc, qui est un peu dépendant de l'ancienne majorité, lui veut lancer un référendum. Vous dites, on va augmenter le nombre de policiers municipaux, mais pas question de les armer avec des armes létales. Paris est couverte de police nationale. Nous avons des policiers nationaux qui sont là pour faire de l'ordre. Oui, largement. Nous avons besoin d'une police de proximité qui ne fait pas la même chose que la police nationale. Nous n'avons pas besoin d'armer nos policiers municipaux, nous avons besoin de les former. Nous avons un vrai problème aujourd'hui avec le corps qui a été constitué de policiers municipaux. D'abord, nous n'arrivons pas à recruter parce qu'ils sont mal payés et mal formés et qu'ils n'ont pas de carrière. Vous savez quoi? Si vous entrez pour être policiers municipaux à Paris, il n'y a que la catégorie B, C ou B. Moi, je crée une catégorie A. Je propose une carrière aux policiers municipaux. Je leur propose aussi des formations. Nous allons créer, 3 brigades spécialisées. Une brigade spécialisée dans le tourisme. Paris est une ville touristique qui n'a pas de police touristique. C'est pas normal, alors que c'est une spécificité de notre ville. Nous avons besoin d'une police spécialisée contre les violences sexistes et sexuelles. Nous avons une hausse des plaintes. Nous avons un problème à Paris avec ce sujet-là. Il nous faut des policiers spécialisés. Et nous avons besoin aussi d'une police qui soit spécialisée dans certaines zones par rapport aux questions de santé mentale ou de consommation de produits. Et donc cette police que nous proposons de former, ces 3 brigades, elles seront déployées, territorialisées. Il faut réorganiser la police municipale et il faut donner envie à des gens de se porter volontaires pour être policiers municipaux. Parce qu'aujourd'hui, on ouvre des postes, mais ils ne sont pas pourvus. Moi, je propose d'améliorer déjà les conditions de recrutement, d'améliorer la formation, d'aller sur de la médiation et de la désescalade de la violence. La police municipale peut gérer les problèmes du quotidien qui ne sont pas pris en charge par la police nationale. Donc pour vous, désescalade, c'est pas d'armes létales pour les policiers municipaux. Et surtout que si on commence à armer une police sans la former, demain, vous prenez plus de risques qu'autre chose. Or, chez nous, à Paris, nous sommes une ville où les violences policières existent. Et il y en a trop même. Et je peux vous dire qu'elles sont quasiment quotidiennes. Moi, en tant que députée de Paris, je reçois régulièrement des interpellations d'employeurs ou de parents qui m'avertissent sur des violences policières. Et nous avons eu un mort au mois de janvier. Un homme a été tué dans le 20e arrondissement. Donc non, il ne faut pas
aller vers l'escalade de la violence ou donner des choses qui ne règlent aucun problème d'ailleurs. Donc pas de policiers municipaux armés avec des armes létales, on l'a compris. J'aimerais qu'on évoque, avant de revenir sur des questions nationales, la question du périscolaire qui a beaucoup occupé à juste titre l'année 2025, avec par exemple un animateur mis en examen début février pour agression sexuelle sur mineurs, exhibition sexuelle et corruption de mineurs. Il faut être précis dans ces cas-là. Vous proposez d'embaucher sur toute la mandature à peu près 10 000 animateurs. Le problème, c'est le recrutement. Vous avez imputé beaucoup de problèmes à la mairie directement, mais vous pensez que le problème crucial, c'est le manque de personnel et du fait qu'on puisse recruter, entre guillemets, n'importe qui? Non, tout le monde a vu ce documentaire sur la 2 concernant le périscolaire à Paris. Il y a un problème d'encadrement. On ne respecte même pas la loi sur le taux d'encadrement à Paris. Moi, je veux respecter la loi sur le taux d'encadrement. C'est 1 pour 16, un animateur pour 16 enfants. Il faut respecter le taux d'encadrement. C'est 1 pour 8 pour les enfants de moins de 6 ans et 1 pour 12 pour les plus de 6 ans. Exactement. Aujourd'hui, à Paris, on est sur... via une dérogation sur 1 pour 16 qu'on ne respecte même pas. Parce qu'il manque de candidats également. Oui, il manque de candidats parce qu'il faut construire, je le redis entre guillemets, n'importe qui. Et donc on l'a il faut construire la filière. Moi, je propose concrètement de créer une catégorie A, de créer des formations et des spécialisations. Par exemple, on a besoin d'animateurs spécialisés hygiène pour le change des enfants. Ce sont les gens qui seront habilités au change des enfants, ce qui pourra éviter d'avoir des personnes qui, n'importe qui, s'occuperait de votre enfant. Mais surtout, pourquoi je dis 10 000 animateurs? À l'heure actuelle, il y a 8 000 vacataires à Paris. Sur les 8 000 vacataires, il y en a 4 000 qui sont des vacataires permanents. Ceux-là, on va les déprécariser, c'est-à-dire les titulariser. Ensuite, on sait qu'il nous manque 2 000 animateurs, pour tenir notre taux d'encadrement. Et donc, sur la mandature, nous allons recruter 2000 nouveaux animateurs. Nous allons améliorer les conditions salariales. Par exemple, ils auront le droit à la prime REP, REP+, pour ceux qui interviennent dans ces zones. Il y aura de la formation et des carrières évolutives pour qu'ils puissent venir. Il faut commencer. Si vous traitez bien le personnel, vous le recrutez bien, on mettra fin au recrutement via une application qui existe, que la mairie Grégoire avait mis en place. Il faut en terminer avec ce type de recrutement, des speed rendez-vous, là, où on recrute les gens sans rien vérifier. Je précise qu'Emmanuel Grégoire a annoncé hier qu'il lancerait une convention citoyenne. Oui, mais on n'a pas besoin de convention citoyenne. Il faut arrêter de perdre du temps. Parce qu'il l'a annoncé hier. Mais il annonce ce qu'il veut, mais ça ne sert à rien. Aujourd'hui, tout le monde est... Vous savez qu'il y a un rapport de l'inspection générale de la ville de Paris qui date de 2015, qui avait alerté sur tous les problèmes du périscolaire. Aucune des recommandations dans ce rapport n'a été mise en œuvre, alors qu'Emmanuel Grégoire était le premier adjoint en charge des ressources humaines. C'était son job de le faire, d'appliquer ces recommandations. Imaginez bien que vous ne partagiez pas son bilan. Mais non, je ne vais pas apprécier un bilan qui est négatif. Enfin, il faut être lucide sur ce qui se passe. On verra. C'est pas un accident qui s'est produit, c'est un système. En tout cas, la prise de conscience, elle est là, peut-être tardive. C'est ce que vous semblez nous dire. Non. Je ne suis pas d'accord avec vos termes. Il n'y a pas de prise de conscience. Il est en campagne électorale, il fait des promesses. La véritable prise de conscience... Je parle du dossier du périscolaire, je ne parlais pas spécifiquement d'Emmanuel Grégoire. La véritable prise de conscience, c'est celle qui consiste à dire il y a un problème, je recrute, donc je mets des moyens, donc je mets dans l'éducation communale un budget de fonctionnement, et donc j'augmente le budget de fonctionnement. On a compris vos propositions. J'aimerais qu'on puisse, il nous reste 2 minutes, évoquer, je disais tout à l'heure que cette campagne qui a changé de nature après la mort de Quentin Durand, qu'hier, Jean-Luc Mélenchon a réaffirmé son soutien à la jeune garde et à Raphaël Arnault. Moi, je suis les Insoumis depuis très très longtemps, vous le savez. Il y a 3 mots-clés pour Jean-Luc Mélenchon et pour vous tous, c'est ne rien céder. En ce moment précis, sur la jeune garde, le lien avec la jeune garde et le soutien à Raphaël Arnault, vous êtes dans cette stratégie du ne rien céder. Pourquoi devrait-on céder quoi que ce soit? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le fait aujourd'hui qui relie Raphaël Arnault à... Judiciairement parlant, vous voulez dire? Judiciairement, il n'y en a aucun. Et politiquement, c'est l'extrême droite qui décide maintenant qui a le droit d'être insoumis, député insoumis ou pas. Non, l'extrême droite ne décidera pas. Ni les laquais de l'extrême droite sur les plateaux télé. Je le dis très franchement. Mais nous n'allons pas céder à une vindicte, à une stratégie qui est mise en place par l'extrême droite pour essayer d'éliminer la France insoumise. Nous sommes antifascistes. Nous les combattons. Nous sommes face à eux, très clairement. Personne d'autre que nous ne tient aussi. Et la question de la violence, elle est tranchée? Elle est là tranchée depuis. Elle est tranchée à la création même du parti de gauche, il y a 16 ans au moins. Nous avons toujours dit, nous sommes contre la violence. Nous défendons la révolution citoyenne, c'est-à-dire la révolution par les urnes, par le vote.
Nous n'avons jamais employé la violence, nous ne cautionnons pas la violence, nous ne défendons pas la violence. Il y a des fascistes qui organisent des guet-apens, à Lyon tout particulièrement. La police est au courant de ces groupuscules néo-nazis qui organisent des guet-apens, qui utilisent la violence, qui terrorisent des commerçants. Cela existe. On les a vus défiler à Paris l'autre soir, dans le 20e arrondissement, à Ménilmontant, tout le long du boulevard Ménilmontant. Ça s'est terminé place de la République avec des croix gammées sur la statue de la place de la République. Voilà ce qu'ils sont, ces groupuscules. Eh bien, écoutez, merci. On a compris que vous réaffirmiez votre soutien et à la jeune garde, dissoute, je le rappelle, et à Raphaël Arnaud, député de la France Insoumise. Merci, Sophia Chapiro. Merci à vous. Merci beaucoup.